Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est samedi 27 juin 2026 et notre cher ami David Pine est avec nous. Ravi de te retrouver, David. Merci Nima. Ravi d'être de retour avec toi. Et je voudrais commencer par ce qui s'est passé hier soir entre l'Iran et les États-Unis. Encore une fois, on a vu l'Iran et les gardiens de la révolution essayer de contrôler le détroit d'Ormuz, parce que certains pétroliers empruntent des routes qui ne sont pas celles désignées par les Iraniens. Ils essayent quand même de les utiliser. Aujourd'hui, 2 pétroliers ont été forcés d'emprunter les routes définies par l'Iran. Ensuite, il y a eu l'attaque américaine hier soir, en réponse à celle qui avait eu lieu la veille dans le détroit d'Ormuz. Et puis la riposte iranienne. Ils ont frappé plusieurs cibles, des intérêts américains dans la région. D'après l'agence Associated Press, l'une de ces cibles se trouvait à Bahreïn. Quand on regarde la situation, est-ce qu'on peut encore parler d'un accord, d'un protocole d'entente? Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Eh bien, je pense que, vous soulevez un très bon point, parce que tout l'enjeu, tout l'objectif du protocole d'accord de 60 jours, qu'on appelait un cessez-le-feu, c'était quoi, au juste? On avait déjà un cessez-le-feu le 7 avril. Alors, à quoi bon en signer un nouveau? D'après ce que j'en ai compris, l'idée, c'était que celui-ci serait un véritable cessez-le-feu. En fait, j'étais tellement optimiste que je l'ai qualifié d'armistice temporaire. Mais ça s'est révélé faux, parce qu'un armistice, vous savez, ça suppose quand même une certaine forme de permanence. Et comme cet accord comportait de nombreuses clauses, qu'il était complet, qu'il rassemblait vraiment tous les éléments nécessaires à un accord de paix durable, un peu comme celui qu'on avait envisagé lors des négociations en personne à Islamabad il y a quelques mois, je pensais que c'était en quelque sorte un armistice temporaire qu'on pourrait prolonger indéfiniment. Mais ce qu'on a vu, c'est que le dernier cessez-le-feu était faux. Et celui-là aussi, on le sait maintenant, il est tout aussi faux, parce que franchement, les 2 camps l'ont violé. Mais je pense qu'ils ont réussi à mettre en scène cette attaque de drone contre le navire battant pavillon de Singapour, jeudi. C'était une erreur de répondre de façon disproportionnée, non pas en ciblant un seul navire iranien, mais en escaladant le conflit et en frappant 4 sites iraniens, dont le siège de la nouvelle autorité iranienne du commerce du Golfe Persique. En gros, ça montrait que la vraie raison de leur attaque, c'était de tenter de saper la nouvelle gestion iranienne du détroit, cette route omanaise qui longe la côte du sultanat. Et c'est une recette pour une guerre sans fin, parce qu'ils n'ont pas fait de conférence de presse contre l'armée américaine ou contre les bases américaines, mais ils ont bien frappé Bahreïn avec une attaque de drone, comme vous l'avez mentionné, et aussi au moins un autre navire dans le détroit d'Ormuz. Donc en réalité, c'est une sorte de bras de fer entre les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis insistent pour que le détroit reste libre et ouvert, que l'Iran n'en ait pas le contrôle et que ce soit eux qui l'aient. Et de son côté, l'Iran montre, semaine après semaine, que l'autorité ultime sur le détroit d'Ormuz passe par lui. Et il y a bien peu de choses que les États-Unis puissent faire à ce sujet. Je pense que le point essentiel, c'est que la première clause du protocole d'accord portait sur le cas du Liban et sur la guerre au Liban. Et on voit bien qu'un accord est en train de se former entre les Israéliens et le gouvernement libanais. D'ailleurs, ce n'étaient pas les Libanais qui combattaient les Israéliens, c'était le Hezbollah. Et maintenant, il y a un nouvel accord qui redéfinit en gros la même ligne jaune qu'avant. Et aujourd'hui, cet accord légitime, en quelque sorte, l'occupation israélienne du Liban, ce qui est une recette pour le désastre.
parce que tant qu'ils seront présents au Liban, on aura ce type d'affrontement. Ce n'est pas une solution durable à la guerre au Liban. Je pense que le cas du détroit d'Ormuz est d'une certaine manière plus gérable, parce qu'il s'agit d'un différend entre l'Iran et les États-Unis. Après tout, on peut voir ce genre d'affrontement. On peut voir que les attaques, comme vous l'avez mentionné, sont extrêmement dangereuses. En gros, comme le dit l'ambassadeur Chas Freeman, c'est disons un cessez-le-feu à la manière israélienne. Et c'est exactement ça. That's exactly right. Yep. Oui, c'est un peu comme le communisme en Chine, qui est un communisme avec des caractéristiques chinoises. En fait, c'est simplement une interprétation chinoise. Oui, ils appellent ça l'interprétation chinoise. That's right. Oui. D'ailleurs, quand on parle du cas du Liban, tu penses qu'ils prennent vraiment la situation au sérieux? Parce que là, c'est une recette pour le désastre. Ils sont en train de se piéger eux-mêmes, et de piéger Netanyahou aussi, en légitimant le fait qu'il reste au Liban et qu'il poursuive la guerre. Yeah, everything that Rubio helped mediate, negotiate. Oui, tout ce que Rubio a aidé à négocier et à arranger il y a quelques jours à Washington, entre le gouvernement libanais et Israël, c'est n'importe quoi. Parce que, comme tu l'as dit, c'est une violation flagrante de l'article 1 du protocole d'accord que Trump a signé, tu sais, avec beaucoup de mise en scène et d'applaudissements dans la salle de Versailles pendant le G7 le 17 juin, la semaine dernière. Et qu'est-ce qu'il fait, au juste? C'est écrit noir sur blanc que les deux parties s'engagent à garantir la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Et ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut clairement dire il ne doit pas y avoir de troupes étrangères d'occupation au Liban. Donc les États-Unis devraient tout faire pour convaincre Israël ou faire pression sur Israël afin qu'il retire ses troupes du Liban. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas explicitement écrit dans l'accord, mais c'est clairement sous-entendu par l'article 1er. Et apparemment, c'était l'une des 3 concessions de dernière minute que Trump aurait faites le 14 juin pour empêcher l'Iran de frapper Israël avec des missiles après le bombardement de Beyrouth par Israël et pour sauver son accord d'armistice de 60 jours. Donc les États-Unis continuent de se contredire. Ils continuent de montrer qu'Israël, ou plus précisément Netanyahou, exerce une influence énorme sur la Maison-Blanche. Le président Trump, je viens de publier 2 articles, dont l'un montre toutes les fois où Trump a insulté Netanyahou, à droite et à gauche, depuis lors, y compris en septembre, qui a d'ailleurs été l'un des pires moments, parce que Netanyahou avait rejeté son plan de cessez-le-feu à Gaza en 20 points. Et vous savez, Trump a dû le réprimander pour que Netanyahou accepte à contre-cœur. Donc, Netanyahou est un va-t-en-guerre. On le sait depuis le début, c'est un criminel de guerre. Il a massacré 60 000 civils innocents, des Gazaouis et des Libanais, dont au moins 20 000 enfants, certains ayant eu les membres arrachés. Et il l'a fait avec le soutien des États-Unis. Le président Trump a ordonné à Israël d'arrêter et de mettre en place un cessez-le-feu. Et le lendemain de la signature du cessez-le-feu, Israël a recommencé à bombarder le Hezbollah et ils ont tué 2 jeunes filles innocentes. Vous savez, Netanyahou continue de montrer qu'il est le partenaire dominant dans sa relation avec les États-Unis. Ce qui est absurde, parce que Israël a à peu près la taille du Salvador. C'est donc environ 440 fois plus petit que nous. Et Trump a eu raison de dire la semaine dernière que les États-Unis, nous, donc, sont le grand partenaire et qu'Israël est le tout petit partenaire. Ensuite, Vance a enchaîné en disant qu'Israël est un pays de 9 millions d'habitants et qu'on ne peut pas atteindre la paix en tuant des gens. Mais Netanyahou continue de leur mettre le doigt dans l'œil, de faire un bras d'honneur à Trump et à Vance, et il va simplement faire ce qu'il veut, parce qu'il détient des informations compromettantes sur le président Trump.
Hier, ils ont signé l'accord, et aujourd'hui, on a vu 2 attaques à Nabatie, menées par des drones et des avions de chasse. Désolé, mais c'est la réalité de ce qui se passe. Et s'ils décident de rester dans la zone jaune, ils peuvent toujours dire qu'il se passe quelque chose juste au-dessus de cette zone, ou de la ligne jaune qu'ils ont tracée dans le sud du Liban. Donc, on doit anticiper ces attaques. En fait, ces arguments sont essentiellement des attaques préventives de la part d'Israël. These arguments are basically preemptive attacks on the part of Israel. So just Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que vous voyez le moindre signe que le Hezbollah va reculer? Ils ont dit que ce que le gouvernement libanais a fait était humiliant. Et puis, il y a cette autre crainte, qu'il y ait une sorte de guerre civile au Liban. Mais aujourd'hui, j'ai parlé avec le professeur Randi, un universitaire iranien qui connaît bien le Liban. Il m'a dit que le Hezbollah est très attentif à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc, d'une certaine manière, ils arrivent à éviter toute guerre civile, tout en maintenant le combat contre les Israéliens. Parce que pour eux, c'est une situation qu'ils connaissent depuis des années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. for them for many years. It's not something new for them. Yeah, Hezbollah is never going to disarm. Oui, le Hezbollah ne va jamais se désarmer. Ils ont reçu l'ordre de le faire dans le cadre d'un accord. Je crois que c'était en 2005 ou 2006. Ils ne l'ont jamais fait. Ça fait 20 ans maintenant. Ils n'ont même pas commencé à se désarmer. Et c'est la force militaire la plus puissante du côté libanais. Donc en réalité, le Liban ne peut pas se permettre que le Hezbollah se désarme, parce que sinon, il perdrait sa capacité à résister à une occupation israélienne à grande échelle. Un de mes amis, Mario Nafal, avec qui j'ai fait plusieurs interviews, il est libanais, libano-australien, a dit qu'il pensait que la solution serait d'intégrer le Hezbollah au sein de l'armée libanaise. Et je pense que c'est vraiment la meilleure option. Et un vrai cessez-le-feu, un cessez-le-feu légitime, devrait aller dans ce sens. Il devrait prévoir que le Hezbollah fusionne simplement ses forces militaires avec celles de l'armée libanaise. Et l'armée libanaise, bien sûr, est commandée par un chrétien maronite, comme le prévoit la Constitution. Et ce serait l'idéal. J'aimerais vraiment voir ça. J'aime le Liban. Le Liban a un président chrétien, il a, je crois, un vice-premier ministre chrétien et un chef de l'armée chrétien. Et c'est vraiment, vous savez, autrefois, c'était la Suisse du Moyen-Orient, avant qu'Israël ne la détruise et ne l'envahisse. Et évidemment, le président Reagan, Ronald Reagan, a donné l'exemple en, disons, passant un sérieux savon à Israël après son invasion du Liban. Je crois que c'était en 1982. Et en leur disant clairement qu'ils couperaient toute aide sécuritaire américaine s'ils ne cessaient pas et ne retiraient pas leurs troupes. J'aimerais beaucoup voir le président Trump, vous savez, suivre les traces de Reagan et faire la même chose. Mais vous avez tout à fait raison. Le Hezbollah est le plus grand parti politique musulman du Liban. Il dirige une opposition au Parlement qui compte 62 sièges sur, je crois, 125. En gros, c'est peut-être un peu plus, mais pour avoir la majorité, il faut 65 sièges, donc ils sont à 3 sièges de la majorité. Ils n'ont vraiment aucun intérêt à une guerre civile. En revanche, Israël est très intéressé par une reprise civile libanaise qui s'est terminée il y a environ 20 ans, parce qu'ils veulent, ils croient, qu'ils aimeraient vraiment voir ça. C'est, en quelque sorte, leur solution pour chaque pays. Vous savez, ils ont évidemment énormément profité de la guerre civile en Syrie qui a renversé l'un de leurs plus grands ennemis, le président Assad, qui bien sûr a fui à Moscou. Ensuite, le pays a été repris par un ancien chef d'Al-Qaïda et de l'État islamique, Al-Shara. Et vous voyez, ils aimeraient bien que la même chose se produise en Iran. Ils veulent le morceler, le diviser en petits morceaux. En gros, tout pays qui reste indépendant
ou qui remet en cause leur hégémonie sur la région ouest du Moyen-Orient est un pays qu'ils cherchent à déstabiliser, à affaiblir, à annexer et à occuper. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Je pense que la solution dont vous parlez, celle de fusionner le Hezbollah avec l'armée libanaise, ça viendra après la fin de l'occupation du Liban. Parce qu'avant de mettre fin à cette occupation, avant d'en finir, Israël doit se retirer. Il n'y a aucun moyen pour Israël de rester là-bas. Et vous parlez de l'avenir, de ce que pourrait être le futur du Liban. Parce que, au fond, la raison principale de l'existence d'un groupe comme le Hezbollah au Liban, c'est justement l'occupation du pays. Ils n'étaient pas là avant. Leur existence même, c'était en 1980, si je ne me trompe pas. Elle est née à cause de l'occupation, qui a eu lieu avant la formation du Hezbollah. Tout ça est très important. Mais quand on regarde la situation, la première chose à faire, c'est de mettre fin à l'occupation. Il faut agir sur ce point-là d'abord. Ensuite, on pourra parler de ce que sera le Liban. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils se redéfiniront eux-mêmes une fois l'occupation israélienne du Liban terminée. Oui, c'est tout à fait exact. Et bien sûr, Israël va insister sur le fait que non, le Hezbollah doit d'abord se désarmer avant tout retrait de troupes. Donc cet accord de cessez-le-feu, comme vous l'avez dit, n'a pas été négocié entre deux forces militaires opposées. C'est un peu comme un traité. En fait, c'est comparable au traité de Versailles. Les Allemands l'avaient qualifié de diktat parce qu'ils n'avaient aucune influence sur son contenu. On leur a simplement demandé de le signer. Et au moment de le faire, ils ont obtenu quelques concessions de dernière minute, mais ils avaient été exclus des négociations. En somme, pour eux, c'était une reddition sans condition. Et c'est exactement ce que c'est pour le Hezbollah, en fait, parce qu'ils n'ont pas été autorisés à participer. L'Iran non plus n'a pas été autorisé à participer. Donc, au fond, c'était complètement à sens unique. C'était comme si les alliés négociaient entre eux. C'est un peu comme si les États-Unis, l'Ukraine et l'Union européenne se réunissaient pour négocier un traité de paix au nom de la Russie et disaient « Bon, voilà, il faut que vous signiez ça. » Ou même « Pas besoin de signer, c'est comme ça que ça va se passer. » En gros, ils ne demandent même pas au Hezbollah de signer ou d'approuver quoi que ce soit. Donc c'est vraiment juste une opération de propagande. Ça n'a aucune validité et ça ne sera jamais mis en œuvre. En gros, ce que ça fait, c'est que ça légitime une occupation israélienne permanente du 5e sud du territoire libanais, qui est bien sûr chiite. Ils ont expulsé les 200 000 chiites libanais du sud du Liban et ont rasé toutes leurs maisons. En fait, ils ont gazifié la région, comme ils ont détruit 92% des habitations à Gaza. Il y a plus d'1 million de réfugiés libanais. Et vous savez, les États-Unis ont un poids diplomatique énorme que nous refusons d'utiliser sous l'administration Trump pour essayer de rétablir la situation avec une paix juste et durable pour le Liban. Et une paix juste et durable pour le Liban, ça veut dire aucune troupe d'occupation israélienne. David, what is your understanding of some people like Mike Huckabee, the American ambassador to Israel, which basically says without Israel, we wouldn't have existed. The United States, he's talking about the United States. I don't know what is his understanding of the United States and Israel, because as I understand it, Israel was founded in 1948. So how is that something religious in his mind? Parce que ces gens-là, ce sont quand même des décideurs quand il s'agit de la situation au Moyen-Orient. When it comes to the situation in the Middle East. Oui, Mike Huckabee est un chrétien évangélique. Et il a mal interprété un verset de la Bible qui parle du fait que le Seigneur bénira Abraham et ses descendants, et que quiconque bénira Abraham et sa famille sera béni.
et que quiconque les maudira sera maudit. Eh bien, devinez quoi? D'après la Bible, en gros, toute la nation arabe, dispersée dans une douzaine de pays ou plus, descend aussi d'Abraham, par Ismaël. Donc, ce verset peut être compris dans les deux sens. Si on reste là, sans rien faire, pendant que des civils innocents à Gaza et au Liban sont massacrés, il faut se rappeler que toute vie est égale aux yeux de Dieu. C'est écrit dans la Bible. En tant que chrétien, on est censé y croire. Mais il semble que beaucoup de chrétiens pensent que la vie des Juifs a plus de valeur aux yeux de Dieu que celle des musulmans. Et ça, c'est tout simplement faux. Muslim lives, and that's just simply not the case. And so, Huckabee is Donc oui, Huckabee est complètement dans le déni. Évidemment, le président Trump a réagi, et il a dit à plusieurs reprises d'ailleurs, qu'Israël n'existerait pas sans les États-Unis, que si jamais il avait existé, il aurait déjà été détruit sans l'aide américaine. Et je pense qu'il a en grande partie raison. Mais la déclaration de Huckabee n'a aucun fondement. Ça fait partie de sa théologie délirante, Neuha Soin, qui déforme la Bible d'une manière qu'elle n'a jamais eue à l'origine. Parce qu'évidemment, Israël n'existait pas. On ne parlait pas de l'État moderne d'Israël, puisqu'il n'existait pas à cette époque-là. C'était, je ne sais pas, vers 1500 avant Jésus-Christ ou 1400, quelque chose comme ça. Et Israël n'a vu le jour qu'en 1948. Donc oui, Israël est un grand pays, mais il est dirigé en ce moment par des extrémistes d'extrême droite qui se comportent en gros comme des agresseurs à la manière d'Hitler. Évidemment, ils ne sont pas des agresseurs génocidaires au niveau d'Hitler, mais en termes d'État voyou et d'agresseurs, c'est bien ce que Netanyahou est. Et malheureusement, la plupart des dirigeants israéliens sont comme ça aussi. J'aimerais voir le chef du parti travailliste en Israël, qui est, il faut le dire, plutôt socialiste. C'est en réalité le dirigeant du seul parti sioniste qui soutient la paix avec les voisins d'Israël. Et c'est exactement ce dont Israël a besoin aujourd'hui. On n'a plus besoin d'un changement de régime en Iran. Ce qu'il faut, c'est un changement de régime en Israël, vers un gouvernement qui aime la paix et qui soit prêt à retirer les forces israéliennes des régions voisines pour garantir une paix juste et durable dans la région. Pensez-vous que quand Donald Trump suggère que la Syrie pourrait jouer un grand rôle au Liban, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Est-ce qu'il parle des nouvelles factions en Syrie qui seraient utilisées au Liban, ou bien du gouvernement? Parce que le gouvernement syrien a déclaré clairement « Nous ne participerons pas, nous n'attaquerons pas, nous ne ferons pas partie de tout ça ». Mais il y a quand même des factions en Syrie qui se battent contre d'autres factions de Daesh, à l'intérieur même du pays. C'est incroyable de voir à quel point la situation en Syrie est devenue complexe. En fait, ceux qui étaient à Idlib et qui sont ensuite venus à Damas se battent maintenant entre eux. Et Donald Trump dit en gros, prenons ce chaos, enlevons-le d'ici et mettons-le au Liban. Pour moi, c'est une recette pour encore plus de chaos et de nouveaux problèmes pour toute la région. Et franchement, je ne vois pas en quoi cela pourrait aider Donald Trump. Eh bien, je pense que Trump est clairement très frustré par l'invasion israélienne et l'occupation continue du Liban. Mais il est évident qu'il n'a aucune intention d'agir. Cet accord de cessez-le-feu le prouve, puisqu'il est censé être durable. Et bien sûr, on a vu qu'Israël l'a violé dès le lendemain, avec 2 attaques distinctes contre le Hezbollah qui ont tué 2 jeunes filles innocentes. Donc à mon avis, la Syrie, historiquement sous Assad, a été une force de stabilisation au Liban. Il y avait une présence militaire syrienne. La Syrie a contribué à assurer une certaine sécurité face à Israël pendant un temps, mais elle a aussi stabilisé la politique libanaise, faisant du Liban en quelque sorte un État vassal de la Syrie. Et évidemment, la Syrie était un allié de l'Iran, tout comme l'Irak l'est aujourd'hui, mais ce n'est plus le cas maintenant.
Donc je pense que l'idée de Trump, c'est que des troupes musulmanes ou des forces musulmanes feraient un bien meilleur travail pour stabiliser la situation. Parce qu'en principe, elles ne seraient pas là pour occuper ou conquérir, mais plutôt pour agir comme des forces de maintien de la paix, NSMENCO, idéalement pour remplacer les troupes d'occupation israéliennes. Donc je pense qu'en théorie, si la Syrie avait un gouvernement stable, dirigé par un leader laïque, pas du genre chef d'Al-Qaïda comme l'était Al-Shara, ce serait une idée raisonnable. Et si la Syrie pouvait vraiment jouer le rôle d'arbitre neutre, venant d'un pays musulman ou d'un pays arabe, que ce soit la Turquie, la Syrie ou même l'Égypte, ce serait cohérent. L'idée qu'ils puissent servir de force de maintien de la paix pour remplacer les Israéliens, et peut-être, vous savez même les Américains, enfin, je ne veux pas de troupes américaines au Liban, mais que des soldats américains gardent la frontière sud entre le Hezbollah et Israël pour permettre aux civils de revenir dans ce qu'il leur reste de maison, je trouve que c'est une idée prometteuse. Donc je pense que le président Trump tient quelque chose. Mais, comme vous l'avez dit, Al-Shara ne semble pas intéressé par cette option. Cela dit, je pense qu'on pourrait le convaincre, disons par des promesses d'aide financière, peut-être de plusieurs milliards de dollars. Je crois qu'il pourrait se laisser tenter par cette idée, mais évidemment, il ne le fera que s'il y a un certain niveau d'accord du côté israélien. Et Netanyahou a été très clair. Israël n'a aucune intention de retirer ses troupes, sauf dans ces deux toutes petites zones pilotes qu'ils sont en train de transférer sous le contrôle de l'armée libanaise. D'après les sources iraniennes, on a appris jusqu'à présent qu'il pourrait ne pas participer à la prochaine série de négociations avec les États-Unis à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière. Il semble que certains médias en Iran aient rapporté que les gardiens de la révolution déplacent leurs armes à travers le pays. Je ne sais pas si une attaque pourrait avoir lieu ce soir, mais la situation est vraiment critique. Je ne sais pas trop, parce qu'il y a aussi autre chose. J.D. Vance, juste après la deuxième série de négociations, a déclaré qu'une nouvelle ligne de communication avait été établie entre l'Iran et les États-Unis pour gérer le détroit d'Ormuz. Mais hier soir, les gardiens de la révolution ont affirmé qu'il n'y avait rien de tel entre eux. Donc, il n'y a pas de communication entre les deux parties pour gérer le détroit d'Ormuz, contrairement à ce que J.D. Vance avait annoncé. Et ce soir, il semble qu'on s'attende à une nouvelle escalade dans la région. Oui. Comment voyez-vous toute cette situation dans le Golfe Persique et la manière dont Donald Trump agit? Parce qu'au lieu de parler, au lieu d'engager un vrai dialogue entre les deux camps, en Iran, ce n'est pas si simple. Beaucoup de gens, quand on parle de l'Iran, disent « Ah, ces gens-là décident, on va faire ceci, et ils vont accepter. » Mais ce n'est pas comme ça. Il y a des différences internes. Comme aux États-Unis, on voit bien qu'au sein de l'administration Trump, il y a deux courants qui s'affrontent. Eh bien, c'est pareil en Iran. Il y a deux camps. L'un est plutôt militaire, avec une approche très axée sur la force. L'autre est plus favorable à la négociation, au dialogue. Mais au final, c'est eux qui vont trancher. Et si ces tensions continuent de monter, si elles s'enchaînent, la situation risque de devenir critique pour toute la région. Oui, alors il y a eu une opération appelée Project Freedom, comme vous et vos téléspectateurs vous en souvenez sûrement. C'est à ce moment-là que les États-Unis ont envoyé 3 destroyers de la marine américaine dans le détroit et qu'ils ont été immédiatement attaqués par l'Iran avec des drones, des missiles et des vedettes lance-missiles rapides. En réaction, la première réponse de l'administration Trump a été de dire que cela ne justifiait pas une riposte militaire américaine, que ça ne méritait pas une réponse de type combat majeur. Et moi, j'aurais soutenu, si j'avais été conseiller de Trump, qu'il s'agissait d'une attaque du corps des gardiens de la révolution islamique contre un navire neutre. Ce n'était pas un navire américain,
C'était un navire singapourien. Le navire a survécu avec des dégâts relativement légers, certains des dommages modérés sur la passerelle. Il a traversé avec succès le détroit d'Ormuz et il n'y a eu aucune victime. Donc, cela ne justifiait pas une réponse militaire des États-Unis. Ce qui s'imposait, c'était une protestation diplomatique en tant que violation du cessez-le-feu. Et bien sûr, on aurait dû adresser un avertissement ferme en disant clairement que ce genre d'action ne serait pas toléré à l'avenir. Mais Trump a tout simplement surréagi et a fait monter la tension en attaquant directement l'Iran avec des frappes militaires qui n'auraient jamais dû avoir lieu. C'était vraiment une violation complète de l'esprit du protocole d'accord sur le cessez-le-feu qu'il appliquait depuis, je crois, 12 jours, si l'on compte à partir du 14 ou du 24 juin, quand il l'a signé électroniquement et l'a annoncé pour la première fois. Le président Trump est souvent son propre pire ennemi. Il sabote ses propres accords de paix, sa propre politique étrangère. Il est connu pour changer d'avis sans arrêt, pour se contredire. En privé, il se montre très dur avec Netanyahou, puis en public, il recule et leur laisse tout ce qu'ils veulent. C'est ça le problème quand on a à la tête d'une superpuissance un dirigeant instable. C'est fondamentalement déséquilibré, instable. Et vous savez, il avait commencé comme un président de la paix, noble et courageux. Il parlait de mettre fin à tous les conflits, de ne pas lancer de guerre à l'étranger. Et maintenant, il a déclenché une guerre dont il ne sait pas comment sortir. Et la façon d'en finir, c'est d'appliquer l'accord de cessez-le-feu et de passer outre, en gros, les violations iraniennes mineures, enfin ce que moi je considère comme relativement mineures. Donc, simplement faire des protestations verbales et ensuite répondre de manière proportionnée s'il recommence. Mais oui, la manière dont il a fait monter la tension montre qu'il ne sait pas comment désamorcer la guerre. Et si on ne désamorce pas la guerre, elle peut continuer à s'emballer, complètement hors de contrôle. Et très vite, vous savez, les bombardements reprendront. Des frappes quotidiennes, les États-Unis contre l'Iran et l'Iran contre des bases américaines dans 6 pays différents, le même jour. Et je ne pense pas que ce soit ce qu'il veut. Mais malheureusement pour les États-Unis, l'Iran a quelque chose que les États-Unis n'ont pas, le contrôle du détroit d'Ormuz. Et si, comme on le sait, ils décidaient de le fermer à nouveau, ils pourraient facilement provoquer une dépression mondiale en moins d'1 an. Donc je ne pense pas que ce soit une option réaliste. Le président Trump a clairement expliqué que la principale raison pour laquelle il avait choisi de signer l'accord aux conditions iraniennes, en acceptant pratiquement toutes alors qu'il disait auparavant qu'elles étaient inacceptables, c'est qu'il ne voulait pas devenir un nouveau Herbert Hoover et entraîner les États-Unis dans une seconde Grande Dépression. Et malheureusement, il semble oublier à quel point c'est crucial. Parce que s'il continue d'attaquer l'Iran, il est presque inévitable qu'il referme le détroit. Je pense que ce que les États-Unis essaient de faire avec la récente visite de Marco Rubio, c'est d'équilibrer politiquement le détroit d'Ormuz dans la région. Ils vont à Bahreïn, au Koweït, aux Émirats arabes unis, ils discutent avec eux, ils essayent de faire pression sur Oman et de les convaincre que ces pétroliers pourraient peut-être emprunter les routes omanaises pour traverser le détroit d'Ormuz. Ensuite, les gardiens de la révolution iranienne réagissent et frappent certains de ces pétroliers, de ces navires, parce que l'atout principal des Iraniens, c'est le militaire, leur présence dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. C'est eux qui contrôlent cette zone. Mais ils essayent d'aller convaincre le gouvernement omanais, qui n'a pourtant rien à voir avec le conflit. Ils n'ont pas pris part à la guerre. Au contraire, ils ont fait de leur mieux pour rapprocher les deux camps. Et maintenant, cette manœuvre politique, je ne sais pas ce que cherche Marco Rubio.
Parce que cet homme, à chaque fois qu'il va en Europe, il crée de nouveaux problèmes. Il va au Moyen-Orient, il crée encore des problèmes. Ce n'est pas la solution, du moins pas depuis les 12 derniers mois, ou plus d'un an, qu'il est en fonction. C'est le secrétaire d'État des États-Unis. He's the Secretary of State of the United States. Yeah, Rubio is really the worst person. Oui, Rubio, c'est vraiment la pire personne. Je veux dire, il est allé, comme on le sait, renégocier le plan de paix en 28 points entre Trump et la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Et d'après mon évaluation, 25 de ces points étaient acceptables pour la Russie. Et ensuite, il a tout simplement remplacé ce plan par celui de Zelensky, un plan de paix maximaliste que la Russie a complètement rejeté. Et il a dit « Ah, l'accord est bien meilleur maintenant. Bien meilleur parce qu'on a cédé à toutes les exigences de Zelensky et qu'on a jeté toutes celles de Trump à la poubelle. » C'est quelqu'un qu'on connaît pour agir contre les intérêts de sécurité nationale des États-Unis. En gros, c'est un politicien acheté par Israël et dans une moindre mesure par l'Ukraine. Et tu sais, c'est un néoconservateur. Comme tu l'as dit, il soutient toutes les guerres. Il a adoré la guerre contre l'Iran. Il n'en parlait pas beaucoup au début, mais depuis que ça a commencé, il la défend bruyamment. Et franchement, il sème des problèmes partout où il passe. Et il est extrêmement pro-Israël. Il ne voit rien. Il n'a aucune empathie stratégique. Vous savez, il ne reconnaît aucune des raisons légitimes qu'ils ont de se défendre et de défendre leur propre pays, comme J.D. Vance l'a fait. J.D. Vance a fait remarquer que l'Iran est une grande puissance. Enfin, il n'a pas utilisé ces mots exactement, mais il a dit que l'Iran a autant le droit à la légitime défense qu'Israël. Ils ont le droit d'avoir des missiles balistiques. Trump dit qu'ils ont le droit d'enrichir jusqu'à 3,7% pour pouvoir produire leur propre énergie nucléaire et bénéficier de tous les droits d'un pays normal selon le droit international. Mais Rubio, lui, n'y croit pas. Pour Rubio, tout est noir ou blanc. Il voit les Israéliens comme les soldats de Dieu sur terre en train de mener les guerres de Dieu. Et pour lui, tous leurs ennemis sont automatiquement mauvais. Alors qu'en réalité, c'est bien plus nuancé. Vous savez, les Iraniens, enfin le régime islamiste, a tué, d'après mes calculs, environ 6700 manifestants. Certainement pas les 40 000 ou 20 000 dont on a entendu parler aujourd'hui dans certaines sources de propagande. Mais ces manifestants ont été poussés à agir par le Mossad et la CIA. Ils seraient encore en vie aujourd'hui si on ne les avait pas, en quelque sorte, incités à se révolter et à provoquer la réaction du régime iranien qui les a ensuite éliminés. Mais Israël, c'est aussi un régime tout aussi meurtrier, qui a tué bien plus de gens et en beaucoup moins de temps que les Iraniens au cours des 3 dernières années. Alors pourquoi les États-Unis prennent-ils parti? Les États-Unis devraient rester complètement neutres. J'en ai déjà parlé dans votre émission. Les États-Unis devraient adopter une politique de neutralité bienveillante, c'est-à-dire ne pas s'allier avec Israël. Évidemment, on ne va pas s'allier avec l'Iran, mais on ne va pas non plus s'allier avec Israël. On vendra des armes à Israël s'ils se comportent correctement, s'ils n'envahissent pas leurs voisins et ne commettent pas d'agressions internationales non provoquées. Mais s'ils le font, on coupera toute aide en matière de sécurité et toute coopération en défense, y compris le renseignement. Et vous savez, je pense que c'est quelque chose que J.D. Vance serait prêt à envisager s'il devenait président. J'espère d'ailleurs qu'il sera élu en 2028 avec le soutien de Tucker Carlson et de beaucoup d'autres qui se sont éloignés de Trump et ne le soutiennent plus à cause de sa décision de placer Israël avant l'Amérique. Mais c'est exactement ce dont on a besoin. Un président qui soit vraiment un président de la paix, qui ne lance pas de nouvelles guerres et qui fasse tout ce qu'il peut pour mettre fin à celles qu'on mène déjà.
D'après toi, David, est-ce que tu penses qu'il y a une forme de division qui est en train de se créer entre les États arabes du Golfe Persique? Eh bien, je pense que les États arabes du Golfe sont aujourd'hui obligés de faire face à une nouvelle réalité. Les garanties de sécurité américaines se sont révélées en grande partie inutiles, parce que les États-Unis ont décidé de déplacer une bonne partie de leur système de défense antimissile du Golfe vers Israël. Ils ont donc donné la priorité à la défense d'Israël plutôt qu'à celle des pays du Golfe. Et évidemment, ces pays-là sont beaucoup plus exposés. Il y a donc moins de choses que nous puissions faire pour les protéger contre d'éventuelles frappes de missiles iraniennes, simplement à cause de leur proximité avec l'Iran. En fin de compte, la marine américaine s'est montrée incapable de contrer la puissance navale et militaire de l'Iran dans le Golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz. L'Iran a donc prouvé qu'il est une grande puissance régionale, et même une puissance hégémonique montante, avec laquelle il faut désormais compter. En conséquence, des pays comme, je crois, même le Qatar, ont évoqué l'idée de partager leur réseau électrique avec l'Iran, pour éviter que Téhéran n'ait envie de les attaquer à nouveau. Ils multiplient toutes sortes d'accords diplomatiques renforcés, et peut-être même de futurs accords de sécurité, pour faire tout ce qu'ils peuvent afin de dissuader l'Iran de les attaquer encore. En fin de compte, la solution, bien sûr, c'est de chasser les forces militaires américaines de leur pays. Et puis, vous savez, comme Oman. Même si Oman a bien une base militaire américaine, comme vous l'avez dit, l'Iran ne les a pas attaqués. Parce que les Omanais ont vraiment, sincèrement essayé de négocier un accord de paix sur la question nucléaire avant que la guerre ne commence. Et en fait, l'Iran avait proposé un accord nucléaire très prometteur, bien meilleur que tout ce qu'on pourrait espérer obtenir aujourd'hui, maintenant qu'on a éliminé la première famille d'Iran, le guide suprême et une cinquantaine d'autres dirigeants, et qu'on a tué environ 1700 civils, dont 150, 160 jeunes filles, dans cette frappe double au Tomahawk pendant les tout premiers jours de la guerre. Pensez-vous que la question entre la Russie et l'Ukraine va devenir une priorité prochainement pour l'administration Trump? Parce que récemment, on a eu le secrétaire d'État et le secrétaire général de l'OTAN qui sont venus aux États-Unis pour parler avec Donald Trump. D'ailleurs, Donald Trump, en gros, faisait un peu de la propagande pour lui-même, en disant qu'il faisait ci, qu'il faisait ça, qu'il était formidable. Et il a ajouté que l'Ukraine se portait bien en ce moment, que Zelensky faisait un travail incroyable. Moi, je ne sais pas ce que disent les rapports. Est-ce qu'il lit vraiment des rapports venus d'Ukraine? Ou est-ce qu'il invente des choses pour soutenir la position du secrétaire général de l'OTAN? Parce que rappelons-le, l'OTAN soutient l'Ukraine, envoie plus d'armes aux Ukrainiens, vend plus de drones, plus d'armement et apporte davantage d'aide à l'Ukraine. Et j'ai l'impression que la question ukrainienne passe un peu à l'arrière-plan. Ce n'est plus vraiment la priorité des États-Unis. Du côté russe, quand on les écoute, Rubio a d'ailleurs dit que l'accord, ou plutôt la sorte d'entente d'Anchorage, n'existait plus, qu'il n'y avait plus rien là-bas en Alaska. Ils avaient eu une sorte de rencontre, une discussion à Anchorage. Alors, quelle est votre opinion là-dessus, sur la situation de l'Ukraine? Eh bien, je pense qu'il y avait effectivement un accord prêt à être conclu entre les États-Unis et la Russie sur les conditions pour mettre fin à la guerre. Et cet accord prévoyait bien sûr le retrait de l'armée ukrainienne du reste de la région du Donbass, environ 20% de l'oblast de Donetsk qu'elle contrôlait, ou qu'elle contrôle encore. Cela représentait 1% de leur territoire. Et le président Trump a eu, comme on le sait, une violente dispute
très grossière à la Maison-Blanche avec Zelensky en octobre, 2 mois après cet accord. Il a jeté la carte du Donbass de Zelensky par terre et lui a dit que l'Ukraine était vaincue, qu'elle serait détruite par la Russie si elle n'acceptait pas, selon lui, les conditions de paix très raisonnables proposées par Moscou. Et puis, il est sorti de la réunion et il a répété tous les arguments de Zelensky. Donc vous voyez, le président Trump fait preuve de beaucoup de courage, en personne, en privé. Mais ensuite, il devient beaucoup plus lâche parce qu'il finit par céder à l'État profond, à ses conseillers de l'État profond. Et évidemment, son principal conseiller de l'État profond, c'est Marco Rubio, qui n'est pas seulement secrétaire d'État, mais aussi, enfin, pas par intérim, conseiller à la sécurité nationale. En gros, c'est un peu le cerveau à la Kissinger, derrière le président Trump, derrière toutes ces mauvaises décisions. Kissinger, lui, avait quand même eu quelques bonnes idées qu'il avait proposées à Nixon. Aller en Chine n'en faisait pas partie, bien sûr. J'ai toujours été opposé à ça. Mais à part ça, il avait quand même de bonnes idées. Évidemment, nous sortir de la guerre du Vietnam avec ce qu'il appelait la paix avec honneur. Mais Rubio, lui, il ne fait pas son travail. Rubio, il ne négocie pas vraiment des accords de paix avec la Russie ou l'Iran. Il y a eu quelques fois où il a rencontré Lavrov, je crois 2 fois l'année dernière, quand il menait de vraies négociations avec les Russes. Mais à part ça, il a été complètement absent. Vous voyez, J.D. Vance, lui, fait son travail avec l'Iran. Rubio, apparemment, il est trop bien pour aller parler à nos ennemis, j'imagine. Mais, enfin, c'est ça le rôle d'un secrétaire d'État. On rencontre tout le monde. Et la diplomatie avec nos alliés, franchement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui compte vraiment, c'est la diplomatie qu'on mène avec nos adversaires, ou ceux de n'importe quel pays. Parce que chaque nation, y compris les grandes puissances et les superpuissances comme les États-Unis, a tout intérêt à entretenir de bonnes relations diplomatiques avec ses ennemis, que ce soit la Russie, la Chine, l'Iran ou la Corée du Nord. Et franchement, on a beaucoup de mal à y parvenir. Et oui, évidemment, je pense que le président Trump a fait marche arrière. Rubio a déclaré que nous n'étions pas des médiateurs neutres dans cette guerre, contrairement à ce que le président Trump et la Maison-Blanche affirmaient depuis environ 15 à 18 mois. Mais il dit maintenant que nous sommes un soutien actif de l'Ukraine et un adversaire actif de la Russie. Le simple fait qu'il ait dit que le mémorandum d'Anchorage est mort montre que le président Trump a renoncé à la diplomatie. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà dit en mai de l'année dernière. J'avais expliqué qu'il était évident que le président Trump avait abandonné la voie diplomatique et qu'il s'était mis à multiplier les menaces, y compris des menaces nucléaires contre les Russes. À mon avis, il a soutenu clandestinement les frappes de drones ukrainiens contre la flotte de bombardiers nucléaires russes. Et depuis, il a commis beaucoup d'erreurs stupides. Anchorage représentait une alternative bienvenue, une sorte de répit, et un protocole d'accord avait été négocié, qui aurait pu mettre fin à la guerre en août. Mais il est revenu en arrière. Il a essayé d'y revenir en octobre, et depuis, il ne fait que suivre, en gros, la ligne des néoconservateurs. Oui, exactement. Merci David d'être avec nous aujourd'hui. C'est toujours un vrai plaisir. Merci Tim. C'était un vrai plaisir d'être avec toi. Je te souhaite un excellent week-end et espérons, prions même, pour la paix au Moyen-Orient. Exactement. À très bientôt. Prends soin de toi. Prends soin de toi.